C'était il y a un peu plus de 50 ans, c'était le 8 août 1967, les ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie, de Singapour, des Philippines, de la Thaïlande et le vice-premier ministre de la Malaisie se réunissaient dans la capitale thaïlandaise pour signer la déclaration de Bangkok, le document fondateur de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Alors à l'époque, les observateurs des relations internationales prédisaient une durée de vie plutôt courte à cette organisation régionale dont l'ambition était de réunir tous les pays de la région. Eh bien, l'ASEAN vient non seulement de souffler ses 50 bougies, mais elle compte aujourd'hui 10 États membres, soit la quasi-totalité des pays de l'Asie du Sud-Est. Alors, à part les fondateurs que j'ai cités, Indonésie, Singapour, Philippines, Thaïlande et Malaisie, eh bien, il y a Vietnam, Laos, Cambodge, la Birmanie et le sultanat de Brunei, sachant que le Timor-Leste est, lui, en demande d'adhésion, pas encore membre à part entière de l'ASEAN. Alors maintenant, et c'est l'objet de cette conférence, aujourd'hui, on regarde l'avenir dans les 30 prochaines années. Au moins 2 pays du sud-est asiatique, dont l'Indonésie, seront dans le top 10 des économies mondiales. Comment les entreprises françaises peuvent-elles saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à elles dans cette région du monde? Quelle stratégie, quel business model, quel modèle économique adopter pour réussir dans ce contexte? Quels sont les secteurs porteurs, les risques et les difficultés à surmonter? C'est pour répondre à toutes ces questions que le réseau INALCO Alumni, en partenariat avec Asialist et Asianoveo, vous propose cette table ronde. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Hubert Testard. Voilà, votre micro est annulé, et non pas annulé, mais allumé. Vous êtes un ancien responsable de la Direction générale du Trésor, mais plus encore, vous avez effectué plus de la moitié de votre carrière en Asie comme conseiller économique et financier au Japon, en Corée, en Chine, et puis de 2010 à 2014, vous étiez à Singapour, à la tête du service économique régional chargé des pays de l'ASEAN. Alors, aujourd'hui, vous êtes à Paris, vous enseignez actuellement à l'Institut d'études politiques sur les perspectives économiques et sociales à long terme de l'Asie. Vous allez, pour ainsi dire, planter le décor de notre conférence. Je vous pose cette question. Quelles sont les perspectives économiques des pays de l'ASEAN dans les prochaines décennies à l'horizon 2030 ? Merci, oui. Bonjour à tous. Merci Joris pour cette introduction et merci à l'INALCO et à Asialist pour m'avoir convié à participer à cette réunion. J'ai effectivement passé 4 ans passionnantes en Asie du Sud-Est. C'est une bonne occasion de refaire un point sur cette région. Alors très rapidement d'abord sur l'ASEAN aujourd'hui, je donne quelques éléments de cadrage très rapides. Le PIB de la région, enfin la population déjà 640 millions d'habitants. Un PIB qui fait à peu près 2500 milliards de dollars aujourd'hui, c'est-à-dire l'équivalent de la France et l'équivalent aussi de l'Inde. Et une croissance qui est proche de 5%, donc une croissance qui est résiliente, qui a résisté à la crise de Lehman Brothers, qui a résisté assez largement également au ralentissement chinois. On pourra revenir un petit peu là-dessus. Et donc on est à un rythme de croissance qui est presque 2 fois le rythme mondial. Donc on est bien dans une zone qui est en rattrapage économique. Alors c'est un ensemble qui est très hétérogène, donc c'est difficile de parler d'un bloc parce qu'il y a des différences énormes de taille, il y a des différences de richesse, des différences au plan géographique, les régimes politiques aussi, les traditions culturelles, les religions. Donc très très difficile de parler d'un bloc, on est quand même face à une entité qui est très hétérogène. Malgré cela, il y a une intégration régionale qui s'est petit à petit construite et qui commence à exister quand même. L'intégration des échanges, on est à peu près à 24% d'échanges intra-ASEAN. Alors 24%, on peut se dire c'est pas beaucoup par rapport à l'Union européenne qui est plutôt à 60%. Mais comme ces pays représentent eux-mêmes à peine plus de 3% du PIB mondial, en réalité il y a une intensité des échanges qui est forte et qui est à peu près comparable à ce qu'elle est au sein de l'Union européenne. Donc on est déjà quand même à un niveau d'intégration qui est loin d'être négligeable. Alors d'où vient l'ASEAN? Donc il y a 50 ans, c'est un projet politique, hein, tout le monde le sait. On était à l'époque plutôt en train de s'organiser en Asie du Sud-Est pour lutter contre le communisme, à la fois menace extérieure et menace intérieure. Les 10 pays de l'ASEAN d'aujourd'hui à l'époque représentaient l'équivalent de la Chine en PIB et l'équivalent de l'Inde.
Bon, aujourd'hui, la Chine a complètement explosé, mais le parallèle avec l'Inde reste le même, c'est-à-dire qu'on a toujours à peu près deux économies qui sont, deux ensembles économiques qui sont d'importance comparable. Bon, la dynamique dans le passé a été très différenciée. Les deux pays qui étaient les plus prometteurs après la Seconde Guerre mondiale, les Philippines et la Birmanie, sont ceux qui ont le moins réussi. Catastrophique pour la Birmanie jusqu'à ces dernières années. Donc là, on est en train de voir revenir la Birmanie et les Philippines dans le peloton de tête, je dirais, de la croissance ASEAN. Alors, il y a une chose que je dois mentionner pour le passé qui est importante, c'est la crise asiatique de 97, qu'on a appelée crise asiatique, mais qui est largement une crise ASEAN et Corée. C'est une crise qui a eu des effets structurels assez fondamentaux. Elle a réduit le potentiel de croissance de 2 points au minimum, c'est-à-dire qu'on est tombé de 7-8% à 5%. On a eu des taux d'investissement qui ont chuté de 10 points. Et ça a été durable. C'est-à-dire qu'on est resté à un niveau de croissance et de potentiel de croissance nettement plus faible. Mais par contre, il y a eu un effet positif sur lequel j'insiste parce qu'il est important pour les entreprises étrangères. C'est que la politique macroéconomique de ces pays est devenue beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus souple, beaucoup plus intelligente. Ils savent résister aux crises de change aujourd'hui. Ils se sont organisés pour faire face à beaucoup de perturbations externes. Et pour prendre un seul exemple, l'Indonésie, qui était l'un des pays les plus touchés à l'époque, aujourd'hui a une dette publique qui est à 26% du PIB, c'est-à-dire le quart de la France. Donc ça veut dire que c'est un pays qui a aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 10-15 ans les moyens de résister à des chocs externes. Donc ça, c'est un point important à garder en tête. Alors maintenant, je vais dire un mot des perspectives, disons les perspectives à 20 ans. Je ne peux évidemment pas tout citer, je vais prendre quelques grands éléments en prenant d'une part les éléments dynamiques, d'autre part les enjeux, les problèmes auxquels sont confrontés les pays de l'ASEAN. Donc sur les éléments dynamiques, je parlerai de population, d'urbanisation, d'effets de richesse et d'ouverture des marchés. Pour ce qui est de la population, l'ASEAN va continuer à croître en termes de population à peu près au rythme asiatique. Donc on va vers une progression de 25% à l'horizon 2050, ce qui est la progression moyenne asiatique. Donc c'est une dynamique qui reste forte et ça va soutenir la croissance, notamment dans des pays comme les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie. Il y a quand même quelques pays qui ont une transition largement achevée au point de vue démographique. Il y a Singapour, bien sûr, qui est connu. Ce qui est moins connu, c'est la Thaïlande, car la Thaïlande est dans une configuration démographique qui est à peu près celle de la Chine, c'est-à-dire avec une population qui cesse de croître. Alors, malgré cette dynamique de population, il y aura quand même un vieillissement très rapide qui va avoir une incidence forte sur les politiques publiques et sur pas mal de secteurs, notamment le secteur de la santé. Ça, c'est le premier élément dynamique fort. Deuxième, l'urbanisation. C'est encore une zone qui est finalement relativement peu urbanisée. On est à peu près à 50%. On est un petit peu en dessous du niveau mondial moyen. Et là aussi, il y a des dynamiques fortes. L'urbanisation, elle est à un rythme rapide en ce moment en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, en Thaïlande. Donc ça aussi, ça pousse la croissance. Parce que quand vous urbanisez, vous avez des travailleurs qui viennent de zones rurales en zone urbaine et qui, s'ils ont de l'emploi, gagnent fortement en productivité. Donc ça soutient la croissance, ça soutient l'industrie lourde, ça soutient la construction. Donc c'est un facteur de fond. Troisième élément, l'effet de richesse. On est dans une zone qui a quand même déjà un niveau de développement significatif, donc il y a des classes moyennes. On évalue à peu près à 80 millions le nombre de foyers aujourd'hui en ASEAN qui ont plus de 10 000 $ par an. Et à l'horizon 2030, on devrait être autour de 200-230 millions, donc on est en pleine explosion. Et ça, évidemment, ça tire énormément de secteurs, ça diversifie la consommation, ça diversifie les modes de vie et du coup, ça offre aussi beaucoup plus d'opportunités pour les entreprises, y compris étrangères. Je pense qu'on va y revenir dans le débat. Quatrième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une région très ouverte. L'ASEAN, c'est 3% du PIB mondial, mais c'est 7% des échanges mondiaux. Donc ça veut dire que c'est une zone qui est particulièrement dynamique en termes d'échanges, qui est aussi très dynamique en termes d'investissement. Il y a actuellement autant d'IDE étrangers en ASEAN qu'en Chine, malgré les différences de taille. Donc on a des opportunités d'investissement qui sont considérables dans cette région.
Et je pense que ça va continuer. On voit que les échanges continuent à progresser alors qu'ils plafonnent actuellement en Chine. Donc c'est une région qui reste déterminée assez largement par cette ouverture internationale. Et ça, c'est évidemment très positif pour les entreprises étrangères. Voilà un peu pour les éléments dynamiques. Donc pour les enjeux, je commencerai peut-être par l'environnement et le climat, car c'est une région qui est particulièrement exposée au changement climatique. Les risques d'inondation, les risques d'aléas climatiques sont très forts. Et ils touchent notamment les Philippines, mais aussi le Vietnam, la Thaïlande, tous les pays de la région. Et pour autant, la prise de conscience climatique dans la région est encore insuffisante et il y a beaucoup à faire. Parmi les enjeux les plus essentiels, il y a la question de la forêt en Indonésie, parce que l'Indonésie est la deuxième forêt primaire du monde après le Brésil. Et donc préserver cette forêt est absolument essentiel. Alors lié à ça, l'énergie, un enjeu énergétique fort aussi, parce que c'est une région qui va perdre ses avantages à l'exportation sur le pétrole et le gaz, et qui du coup va avoir tendance à se recentrer sur le charbon, qui est la pire des énergies. Donc l'essentiel serait qu'il y ait des politiques musclées de développement des énergies nouvelles. C'est pas encore très très net, mais certains pays s'y mettent quand même. Je pense qu'on y reviendra aussi dans le débat. Parmi les enjeux, j'avais cité le vieillissement. Donc là, évidemment, ça soulève de très sérieux problèmes dans des pays sur lesquels le filet de sécurité sociale n'est pas suffisant et les systèmes de santé ne sont pas encore assez développés. Autre enjeu fort, les infrastructures. Donc ça, c'est lié notamment à l'urbanisation. Il y a des pays dans la région qui sont assez efficaces, voire très efficaces dans le cas de Singapour en matière d'infrastructures. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc pour donner juste un exemple, à Singapour, vous avez actuellement 180 km de métro. Il y en aura 300 à l'horizon 2030. À Jakarta, qui est une ville 4 fois plus grosse, il y a 0 métro. Il y en a un en construction qu'on espère voir arriver en 2019. Donc vous voyez que les différences sont colossales et les pays qui ont le plus de problèmes sont l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam en particulier, plus les pays pauvres comme la Birmanie notamment. Sur les enjeux de fond, il y a également une question dont on parle assez peu quand on parle de l'ASEAN, mais c'est la question de l'innovation, de la recherche-développement. Là, c'est une grande différence entre l'ASEAN et la Chine, et même l'ASEAN et l'Inde. C'est que c'est une région qui n'innove pas, qui n'a pas investi dans la recherche-développement, à une exception et demie. L'exception, c'est Singapour. La demi, c'est la Malaisie, qui fait des efforts significatifs, mais qui est encore, je dirais, assez en retard par rapport aux pays de l'OCDE. Alors ça, c'est quand même une différence de fond, parce que pour arriver à un niveau de pays développé, il faudra quand même qu'à un moment donné, ces pays se préoccupent vraiment d'acquérir une autonomie en termes d'innovation, et on n'y est pas du tout à l'heure actuelle. Dernier point aussi, l'état de droit. Avec deux questions, des régimes démocratiques, disons en état souvent de semi-démocratie, il y a aussi des régimes autocratiques, il y a des risques. Actuellement, on connaît la situation en Thaïlande, il y a aussi un risque politique et religieux en Indonésie. Donc la situation n'est pas stable de ce côté-là, et ça c'est un peu moins sympathique pour les investisseurs et les exportateurs étrangers. Autre sujet difficile à gérer, c'est la corruption, qui est endémique, qui est très largement répandue. Donc comment travailler dans ces pays alors qu'il y a des pratiques de corruption très largement répandues, c'est une question difficile. Voilà, un tout petit mot pour finir sur la France et l'ASEAN. Je dirais que l'ASEAN pour la France, c'est plutôt un bon partenaire, c'est-à-dire que globalement on exporte beaucoup sur l'ASEAN, autour de 15 milliards, près de 15 milliards l'année dernière. C'est presque le niveau des exportations vers la Chine. C'est 3,5 fois l'Inde. Donc on fait quand même beaucoup plus de business avec l'ASEAN qu'avec l'Inde en exportation. Et on a des échanges quasi équilibrés, ce qui est aussi une différence majeure par rapport à la Chine. Là où peut-être on pourrait faire un peu mieux, sur les exportations, on peut certainement faire mieux, mais sur les investissements, pour une raison simple, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pays dans la région dans lesquels, si on veut travailler sérieusement, on est obligé d'investir. Parce qu'on a des prix français qui ne passent pas. Enfin, au Vietnam, par exemple, on ne peut pas exporter à partir de France sauf un nombre très limité de produits. Donc, il faut s'implanter. Et sur l'implantation, on a c'est 1500 à peu près entreprises françaises implantées en ASEAN, mais ça pourrait sans doute être plus.
et elle pourrait se développer davantage. Tout dernier point, l'Union européenne, qu'il ne faut pas oublier, il y a un processus de négociation d'accords de libre-échange qui soutient les relations avec l'ASEAN et qui permet de résister aussi aux efforts d'organisation interne à l'ASEAN. Voilà, donc je m'arrête là. J'ai peut-être déjà été trop long, mais c'était pour vous donner quelques éléments de cadrage avant la discussion. Merci. Merci beaucoup, Hubert Testard. Je me tourne maintenant vers vous, Frédéric Rossi. Alors, vous êtes chez Business France, vous êtes directeur général délégué à l'export et avant cela, vous avez passé une partie importante de votre carrière dans le sud-est asiatique. Vous avez d'abord occupé divers postes au sein des services économiques et commerciaux des ambassades de France, successivement à Manille, à Sydney, puis à Mumbai, en Inde. Vous avez ensuite pris une part assez active à la réforme du BiFrance, qui est devenue Business France, après avoir fusionné avec l'AF2I, l'Agence française pour l'internationalisation de l'économie. Et puis de 2012 à 2016, vous avez travaillé à Singapour, vous avez dirigé le réseau Asie du Sud-Est et Océanie de Business France, qui représente quand même 9 bureaux, couvrant 12 pays. Alors, c'est ma question pour vous, une double question. Quelles sont aujourd'hui les opportunités pour les entreprises françaises dans les pays d'Asie du Sud-Est et comment est-ce que Business France les accompagne ? Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour cette session à l'INALCO. C'est la première fois que je m'exprime dans cette enceinte, c'est assez agréable. Vous avez d'ailleurs invité plutôt des vétérans, puisqu'on était ensemble tous les deux à Singapour et qu'on est rentrés il y a 2 ans ou il y a 1 an. Donc on voit ça maintenant avec un petit peu de recul, mais ce qui est assez intéressant dans cette zone finalement, c'est qu'on a une zone qui globalement, vue du point de vue d'une PME ou d'une entreprise française un petit peu plus structurée, est une zone avec un fort potentiel, avec une population de 600 millions d'habitants, avec une économie qui finalement sur la longue période, si on regarde sur 30 ans, représente l'une des plus fortes croissances des zones dans l'ensemble du monde. La Chine est allée très très vite au cours des dernières années, mais elle a eu des périodes un petit peu plus lentes. L'ASEAN en moyenne, c'est 5,5% de croissance par an. Mais quand on y regarde de plus près, particulièrement pour nos PME, c'est très très compliqué de voir où il faut aller, comment, parce que finalement on a comme le disait Hubert, une grande hétérogénéité de tous ces pays-là. Il y a 10 pays, il y en a 6 qui sont à peu près des marchés de taille moyenne au niveau mondial et qui sont potentiellement intéressants, chacun avec ses spécificités. Il y a des spécificités culturelles, religieuses, des spécificités en matière du coup de maturité également de marché. On le voit bien à travers les parts de marché de la France. On a quasiment 2,5, 3%, enfin de 5, de 7 de parts de marché à Singapour, économie la plus mature de la zone. Et puis plus on descend en termes de niveau de développement ou de niveau d'avancement, et plus notre part de marché diminue. Alors c'est lié d'une part à le rôle de plateforme redistributrice de Singapour sur les autres pays de la zone, mais aussi à la maturité des marchés par rapport aux produits français, à l'offre française, à ce qu'on a apporté. Des pays qui sont en phase d'industrialisation, qui ont besoin de machines-outils, on voit bien qu'on est un peu moins bien positionné que ceux qui ont déjà une population consommatrice assez large et qui va acheter des produits importés. Et donc nos parts de marché sur les grands émergents de la zone, Indonésie, Vietnam et Philippines, là elle est plutôt aux alentours de 1% péniblement, et c'est là qu'il faut aujourd'hui qu'on fasse mieux. La difficulté, c'est que on ne peut pas arriver à Singapour et dire ça y est, je suis dans le hub de la zone, je vais trouver mon distributeur pour mes produits, et puis ensuite ça va rouler sur l'ensemble de la zone. C'est pas un pays, c'est pas une zone unitaire. Et donc, ce qu'il faut, c'est véritablement regarder sur au moins les 6 grandes destinations de la zone. Et c'est nous, le travail de nos bureaux pour les PME. Donc, vous voyez notre réseau, là, on a 8 bureaux avec 70 collaborateurs sur la zone. Alors, il y a l'Australie, parce qu'on a inclus l'Océanie dans cette zone. C'est un peu particulier, mais nous, en matière comme l'Australie, c'est très, très loin, les sociétés font souvent un stop en ASEAN. Et donc, on arrive à trouver des synergies de cette manière-là. Mais bon, si on prend l'ASEAN, donc
donc on a 8 bureaux dans toute la zone, 6 pays au moins importants de taille moyenne, et sur ces 6 pays, ce n'est pas du tout évident aujourd'hui pour une PME, selon son secteur d'activité, le niveau de gamme de ses produits, les réseaux de distribution ou son mode de distribution, etc., quel marché elle va attaquer en priorité. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est véritablement se préparer à savoir sur quel marché on va pouvoir entrer. Singapour, c'est très facile. C'est l'économie la plus ouverte de la zone. C'est l'économie qui a besoin de tout parce que c'est tellement petit qu'il faut apporter la quasi-totalité de leurs besoins. Le problème, c'est que vous n'êtes pas le seul à y avoir pensé et que tout le monde est à Singapour. C'est hyper concurrentiel et c'est hyper cher. Et pour certains types de produits ou de biens industriels, aller à Kuala Lumpur, qui est à peine un peu moins efficace, mais 4 fois moins cher, finalement, ça peut être aussi une bonne solution. Donc il faut bien regarder ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des pays dans lesquels on ne peut pas aller véritablement parce que, pour les raisons de coûts, tout simplement, comme le disait Hubert, on ne passe pas en faisant des importations, enfin des exportations depuis la France. Et puis, il y a encore des pays dans la zone qui ne sont pas aussi ouverts que Singapour, qui sont même relativement protectionnistes, et dans lesquels vous avez soit des droits de douane très élevés sur certains types de produits, c'est le cas des vins spiritueux, par exemple, dans des pays comme la Thaïlande ou autres, ou d'autres pays dans lesquels vous avez des listes négatives d'investissement, dans lesquels vous ne pouvez pas monter une société, avoir plus de 50% des parts, etc., certains secteurs qui sont protégés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien regarder à l'entrée, parce qu'on parle de l'ASEAN, on parle même, dans la foulée de l'ASEAN, on a parlé de l'ASEAN Economic Community, qui était une sorte de zone de libre-échange ou de communauté économique de l'ASEAN, sauf que elle a commencé à prendre vie un petit peu en 2015-2016, mais elle se fait pas comme nous, notre processus d'intégration européenne, ou comme l'ALENA, elle se fait sur le plus petit dénominateur commun à chaque fois entre une majorité de pays. Donc c'est vous dire que ça avance quand même tout doucement, et à part quelques secteurs comme par exemple les produits cosmétiques sur lesquels ils ont réussi à se mettre d'accord à peu près sur l'harmonisation des normes qui permettent de distribuer les produits sur le marché, finalement il y a encore assez peu d'avancées. Alors, les opportunités, je vais un peu paraphraser ce que disait Hubert, mais pour nous en tout cas, on peut peut-être passer à la slide suivante. Si on regarde notre activité qui est essentiellement centrée sur les PME et les ETI, on n'accompagne quasiment pas de grands groupes. On a une vocation donc, de service public, mission de service public, donc on est plutôt sur l'accompagnement des PME ETI. On accompagne à peu près 1000, alors là il y a 1880, il faut enlever l'Australie, ça fait 1600 à peu près sociétés en ASEAN chaque année. La majeure partie de ça, et c'est vraiment le groupe de secteurs qui est commun à tous les pays de l'ASEAN, là pour le coup qui transcende toutes les hétérogénéités dont on a parlé, c'est véritablement le secteur des infrastructures. Il y a des besoins en infrastructures partout en ASEAN. Singapour est déjà suréquipé, mais continue à s'équiper parce qu'ils ont bâti leur modèle sur cette idée d'avoir la meilleure place de logistique et d'infrastructure de toute la zone, y compris même peut-être de l'Asie. Et puis dans tous les autres pays émergents, on le voit bien, ça fait 20 ans qu'on parle du métro à Jakarta, il émerge enfin. Il y a des problématiques liées donc au transport, à l'énergie, la problématique des villes durables avec une population qui s'urbanise extrêmement rapidement. Donc nous, aujourd'hui, 45% de notre activité est liée véritablement à tout ce groupe de secteurs liés aux infrastructures. C'est là qu'il y a le plus d'opportunités parce qu'en plus, c'est là qu'il n'y a pas de savoir-faire local et qu'il y a véritablement besoin d'avoir un savoir-faire étranger qui soit fort en matière d'ingénierie, en matière de nouvelles technologies, etc. Le deuxième groupe de priorités, c'est tout ce qui est le secteur agroalimentaire, solide et liquide, parce que on a là aussi beaucoup de pays dans la zone qui ne sont pas du tout autosuffisants en la matière, et en même temps un effet richesse d'une population de classe moyenne, 80 millions, bientôt 200 millions, qui commence à avoir accès à des biens importés dans les supermarchés, dans les réseaux de distribution. Alors évidemment, on ne va pas distribuer les mêmes choses sur Orchard Road à Singapour que au fin fond d'une île en Indonésie. Mais en tout cas,
des produits de base jusqu'aux produits transformés, aux produits de luxe, gourmets. Il y a dans cette zone des marchés importants, avec une grande difficulté quand même, c'est l'accès à ces marchés. On parle de je sais pas, par exemple, prenons l'exemple de la viande bovine, on a travaillé pendant quelques années pour réouvrir les marchés petit à petit. Il y a des problèmes de réglementation sanitaire, phytosanitaire, etc. Donc c'est un long investissement. Mais c'est clairement, parce qu'il y a cette masse de consommation importante et ce développement, une priorité en la matière. D'ailleurs, au cours des 4 ans que moi je passais à Singapour, on voyait tous les grands groupes français de l'agroalimentaire s'installer là pour le coup avec une base régionale à Singapour et puis commencer à racheter des petites sociétés dans la zone, regarder comment ils peuvent commencer à distribuer leurs produits. Après l'Inde et la Chine, c'était véritablement la nouvelle priorité. Troisième groupe de secteurs, c'est la santé, que là aussi on va retrouver sur l'ensemble des pays de l'ASEAN, mais avec des priorités très très différentes évidemment selon les pays et des maturités de marché très différentes. Au Vietnam ou aux Philippines ou en Birmanie, il faut qu'on arrive avec une position d'ensemblier pour aller fournir tout un plateau technique sur des équipements hospitaliers de manière déjà coordonnée, clé en main. Sur Singapour, on va plutôt être sur de la medtech, des dispositifs médicaux un peu avancés, sur lesquels il va falloir essayer davantage de travailler, pas tellement pour le marché local un petit peu, mais surtout avec les gros labos étrangers qui ont tous investi à Singapour pendant une dizaine d'années pour implanter des unités de recherche et développement sur les pathologies tropicales, sur des nouveaux dispositifs medtech intelligents, sur la silver economy, parce que Singapour se rapproche beaucoup du Japon en la matière, etc. Donc là, on va avoir des approches très différenciées par pays, mais des opportunités là aussi sur toute la zone dans la santé. Après, ça devient plus compliqué. En matière d'innovation pure, c'est-à-dire aller dans la zone pour faire de la recherche commune avec des labos locaux ou des partenaires privés. Là, comme le disait Hubert, il n'y a que Singapour. Le reste, ça n'existe quasiment pas. Un petit peu en Malaisie sur certains sujets liés aux hydrocarbures, par exemple, ou autres, mais c'est très faible. Et puis ensuite, il y a les biens de consommation non alimentaires, cosmétiques, parfums, chimie, ou accessoires, etc. Là, on a des marchés assez compliqués et là aussi assez disparates. Et surtout un nouveau trend, un nouveau méga-trend important qui va être l'arrivée des grandes plateformes de e-commerce type Amazon et autres dans la zone qui, vraiment, Lazada et autres, se développent fortement, ont trouvé des systèmes pour aller jusqu'au consommateur final dans les petites îles indonésiennes, etc., et qui constituent des nouvelles opportunités intéressantes en lien avec l'urbanisation et le développement de la classe moyenne. Voilà. Nous, juste pour dire un peu le type de service qu'on apporte. Alors, donc on accompagne 1600 sociétés à peu près par an dans la zone, essentiellement des PME et des ETI, en séquence, en leur disant, voilà, au début, une société qui vient nous voir en ASEAN, elle nous dit pas, je veux aller à Singapour, je veux aller en Thaïlande. Elle nous dit, j'ai fait la Chine ou j'ai fait l'Inde, maintenant je veux faire l'ASEAN. Ouais, sauf qu'après, comment on fait? Et donc, du coup, on mobilise nos experts, entre guillemets, dans les différents bureaux de la zone qui connaissent les différents secteurs et on essaye d'établir avec la société quelle va être un peu sa stratégie, par où il faut rentrer parce que c'est plus facile. Et où il y a le plus d'opportunités. Et puis ensuite, en séquence, on va développer les différents marchés. D'abord avec des modes de distribution classiques, agents, distributeurs, etc. Quand on commence à avoir une taille critique, après on se dit il faut gérer et animer ce réseau. Donc on va aller quelque part dans la zone. Singapour est plutôt l'idéal à condition d'y mettre le prix. Sinon, on peut aller à Kuala Lumpur ou à Bangkok. Et puis ensuite, on monte une filiale, un entrepôt. Enfin voilà, le développement se fait vraiment en séquence sur plusieurs années de cette manière-là. On monitore assez précisément la capacité de chaque entreprise qu'on accompagne à faire du business. Donc là, j'ai cité quelques, entre guillemets, success stories ou sociétés qu'on a accompagnées dans la zone. Sur les 1600, on est capable de dire qu'il y en a à peu près la moitié qui, dans les 2 ans qui suivent, ont pérennisé un business sur la zone.
Ça ne veut pas dire qu'elles sont implantées, mais ça veut dire qu'elles ont des flux réguliers de développement, des flux export sur la zone. C'est plutôt pas mal. Comment on les accompagne maintenant, pour terminer, trois schémas différents, mais qui sont complémentaires et qui s'alimentent les uns les autres. C'est d'une part donc établir la stratégie au départ, et puis les accompagner de manière physique ensuite sur le marché pour trouver les gens avec qui ils vont faire du business. Ça se fait de deux manières différentes, à travers une programmation d'événements sectoriels toute l'année au fil de l'eau. Donc là, par exemple, c'était une belle opération sur l'art de vivre à Singapour, l'art de vivre à la française, le luxe en fait. Voilà, donc on avait loué ce qui était l'ancienne ambassade de France, que tu as dû connaître il y a quelques années, qui est une très belle maison black and white. Et puis on avait scénographié une douzaine de marques de luxe françaises. On avait fait venir à la fois des VIP et puis surtout des distributeurs pour implanter des nouvelles marques de luxe sur le marché. Donc ça, c'est des événements de type collectif. On fait également des études de marché et des mises en relation individuelles. Et puis, on a un produit qui peut intéresser beaucoup les étudiants de l'INALCO. C'est le VIE, c'est Volontaires Internationaux en Entreprise, c'est-à-dire des jeunes diplômés qui ont moins de 28 ans et qu'on envoie pendant 6 mois, 24 mois dans une entreprise française pour développer son business quelque part dans le monde. On en a 600 aujourd'hui en ASEAN, à peu près la moitié à Singapour. Donc n'hésitez pas à en faire la pub. Je pense que des gens qui parlent l'une des langues rares de la région et qui sont diplômés de l'INALCO vont intéresser les entreprises françaises qui se développent dans cette zone. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric Rossi. Je me tourne, on reparlera du VIE tout à l'heure avec Marjorie Choreau. Je me tourne maintenant vers vous, Christophe Souquet. Vous êtes directeur de l'arbitrage des risques Global Solutions à la COFAS, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Votre mission, c'est de gérer les grands comptes internationaux. Vous avez 25 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance crédit et la gestion du poste client, à la fois en Europe et dans la région Asie-Pacifique, puisque vous avez travaillé en effet pendant 11 ans en Chine et à Singapour. Et c'est important de le souligner, vous êtes un ancien de l'INALCO, vous avez obtenu le DULCO chinois. Christophe Souquet, aujourd'hui, vous allez nous parler des risques clients pour les entreprises françaises en Asie du Sud-Est et de comment elles doivent s'en prémunir. Je prépare votre présentation. Je vais vous dire 2 mots de la COFAS d'abord. L'ASEAN a fêté ses 50 ans, la COFAS a fêté ses 70 ans l'année dernière. Donc on est également une maison ancienne. Nous sommes en fait l'un des 3 plus grands acteurs de l'assurance crédit. Donc l'assurance crédit, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est en fait l'assurance, la garantie contre les impayés lorsqu'une entreprise vend à une autre entreprise à crédit et qu'à l'échéance, elle n'est pas payée. Eh bien, le rôle de l'assureur crédit, c'est d'une part d'indemniser en bon assureur son client et ensuite de se retourner contre le débiteur pour recouvrer tout ou partie de la créance. Je vais vous montrer le slide suivant. Voilà. Donc nous sommes un groupe très international puisque nous sommes présents dans une centaine de pays dans le monde et que nous couvrons des risques sur à peu près 200 pays dans le monde et notamment en Asie du Sud-Est. Je reviendrai là-dessus après. Donc en fait, moi, je voulais d'abord très brièvement mettre l'accent sur un élément important qui est le crédit interentreprise. Le crédit interentreprise, aujourd'hui, c'est la principale source de financement entre entreprises. Ce n'est pas le crédit bancaire, ce n'est pas le crédit financier, c'est le crédit que se concentrent des entreprises entre elles et c'est celui que COFAS protège. C'est un crédit, ça représente un montant aujourd'hui de l'ordre de 18 000 milliards de dollars, c'est-à-dire que c'est un montant qui est plus élevé que la dette fédérale des États-Unis, pour donner un ordre de grandeur. Et ça ne cesse de croître au fur et à mesure où les pays s'internationalisent. Et c'est une source de crédit qui est gratuite pour les entreprises, donc forcément, elles y recourent fréquemment. Le problème, c'est que c'est également une source de crédit qui n'est pas régulée, donc il y a énormément de risques. Également 2 chiffres que j'ai voulu également mettre en avant. Le premier chiffre, c'est 80% des entreprises dans le monde, c'est pas seulement là en Asie, mais c'est le cas en Asie également, sont confrontées à des défauts de paiement. Donc c'est énorme, pratiquement toutes les entreprises, et que 25% des faillites d'entreprises dans le monde sont dues à des impayés. Donc ça démontre encore l'importance d'une bonne gestion ce qu'on appelle dans le jargon le poste client. Alors le rôle principal de la COFAS, c'est le métier, le produit numéro 1, c'est l'assurance crédit, et c'est tout ce qui est autour de la prévention, l'information commerciale. Lorsque vous travaillez avec des entreprises, en amont, c'est obtenir de l'information structurée sur les entreprises, ce qu'ils font, qui sont les actionnaires,
s'il y a des chiffres, s'il y a des bilans, ce genre de choses. En aval, si malheureusement il y a des impayés, faire du recouvrement de créances. Et puis un certain nombre de produits annexes comme le single risk, la caution et l'affacturage, le factoring, qui est également un moyen de financement. Avec différents objectifs, sécuriser les marges de l'entreprise, parce que des impayés, ça veut dire rogner sur les marges. Également, gérer le risque client, protéger le bilan, obtenir des financements auprès des banques et mieux connaître d'une manière générale le client et améliorer sa solvabilité. Qui peut bénéficier de ces expertises? En fait, tout type d'entreprise, à la fois des PME, des grands groupes, des institutions financières. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit avant, sur les objectifs de l'assurance crédit. Maintenant, je voudrais un peu dire, donc je vous ai parlé, je vous ai dit que la Coface était une société qui avait une envergure mondiale, donc ça c'est le réseau Coface. Et le réseau au niveau de l'Asie-Pacifique, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, plus particulièrement l'ASEAN, Coface est aujourd'hui présente dans 13 pays en Asie, dont 6 pays de l'ASEAN, et ce depuis maintenant plus de 20 ans, presque 25 ans. Les premiers pays sur lesquels Coface est implanté, c'était Hong Kong et Singapour. Et sur l'ASEAN, maintenant, nous sommes implantés sur la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam. Alors, une des expertises de Coface, c'est l'évaluation du risque pays. Je pense que c'est un élément très important, c'est-à-dire évaluer quels sont les risques dans quel pays. Et donc, nous avons mis en place un système de notation des pays qui est accessible sur notre site internet. Vous pouvez accéder, c'est gratuit. Et c'est, je pense, une source d'information très importante pour les entreprises qui souhaitent se développer sur une zone géographique. C'est une information qui est actualisée régulièrement, au fil de l'eau, en fonction des événements. Alors sur la carte, vous voyez des pays qui sont en vert, des pays qui sont en orange, des pays qui sont en rouge. Les pays qui sont en vert, c'est les pays qui sont les mieux notés, et les pays qui sont en rouge, c'est les pays qui sont les moins bien notés, les plus grands risques. Et le rating a pour objectif de mesurer la probabilité de défaut d'une entreprise dans un pays donné. C'est une moyenne, bien évidemment. Il peut y avoir des très bonnes entreprises dans des pays risqués et vice-versa. Donc là, ce qu'on voit à travers cette carte, c'est qu'il y a deux zones qui se détachent. D'une part, les pays matures, pour schématiser les pays d'Amérique du Nord et également l'Europe occidentale, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont en vert. Et de l'autre côté, les marchés émergents, l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, qui sont, je dirais, plus colorés en jaune et en rouge. Alors l'Asie, il y a moins de rouge que dans les deux autres régions émergentes, mais si vous aviez pris cette carte il y a quelques années, il y aurait eu plus de vert. Donc il y a une tendance qui est quand même vers une légère dégradation, et je vais y venir après. Si on regarde le slide suivant, c'est un slide qui montre une vision un peu plus dynamique dans le temps, c'est-à-dire sur les 3 dernières années, et sur l'Asie. Alors moi j'ai souligné en vert les pays de l'ASEAN, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a... Alors les pays A1, pour la notation, c'est les meilleurs pays. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une stabilité, hein, c'est ce qui était également indiqué lors des présentations précédentes. Il y a une stabilité dans le temps. C'est une zone qui est quand même stable économiquement, mais on constate au cours des 3 dernières années soit une stabilité, soit une légère détérioration dans notre analyse du risque sur les pays asiatiques. Je pense notamment à Singapour et à la Malaisie. Singapour était classé à 1, c'est le meilleur classement. Aujourd'hui, ils sont classés à 3. Donc, ils ont été victimes de la crise économique en Asie. Et ça se ressent quand même au niveau notamment de notre expérience des paiements. On a plus d'incidents de paiement sur Singapour qu'auparavant. Mais globalement, c'est relativement stable. Ensuite, le deuxième élément à prendre en compte, c'est un autre indicateur que nous mettons en avant, c'est celui du climat des affaires. Donc c'est, je dirais, parallèle et c'est complémentaire à celui du risque pays. C'est l'analyse de la capacité qu'a un pays à offrir un climat des affaires propice aux investissements, propice au business. Donc ça passe par un système juridique, un système légal transparent. Ça passe également par s'il y a de la corruption ou s'il n'y a pas de corruption. Ce genre d'éléments sont pris en compte. Et les notes, vous voyez, d'un pays à l'autre divergent. Et par exemple, si je prends le cas de Singapour, il y a eu un léger dérapage dans le temps. Mais par contre, Singapour est très stable en termes de climat des affaires.
C'est certainement, d'ailleurs, il y a plusieurs classements qui mettent Singapour en premier dans le monde, certainement la place, le pays qui est le plus business-friendly. Donc ça, c'est également un élément qui est intéressant à analyser. Outre le risque pays, nous analysons le risque sectoriel. Donc nous avons mis en place un système de notation, 4 niveaux de notation pour 13 secteurs d'activité différents dans 6 régions dans le monde. Et l'une des 6 régions, c'est l'Asie émergente. Donc en fait, c'est toute l'Asie hormis le Japon. Et là-dedans figurent les pays de l'ASEAN. Et comme je l'ai dit avant, on voit quand même pas mal de rouge par rapport à d'autres zones. Mais il y a quand même, et là on fait un distinguo entre certains secteurs, je pense qu'on pourrait y revenir après dans les questions, quels sont les secteurs porteurs ou pas. En tout cas, au travers de notre analyse sur crédit, on voit que par exemple le secteur de la construction est un secteur très sensible, le secteur énergétique lié aux problèmes pétroliers, la chute des cours du pétrole, et en contrepartie, d'autres secteurs sont beaucoup plus porteurs, et là je rejoins ce que disait Frédéric, le secteur pharmaceutique et le secteur du retail sont des secteurs très porteurs, pour des raisons évidentes, une forte consommation intérieure, une population et l'émergence d'une classe moyenne. Pour le secteur pharmaceutique, le vieillissement de la population, donc tout ça fait que ce sont des secteurs porteurs en termes d'investissement, en termes de business au sens général. Le dernier aspect également que je voulais aborder, c'est Coface, depuis maintenant 15 ans, a lancé une étude sur le comportement de paiement des entreprises. Tout d'abord en Chine en 2003. Lorsque j'étais à Shanghai, on a démarré cette étude. Et puis, elle a été très bien accueillie par les entreprises. On était les premiers à le faire. Et du coup, on a répliqué cette étude. Et aujourd'hui, on le fait sur 8 pays en Asie. Et on analyse auprès d'entreprises leur propre expérience en termes d'évolution des paiements. C'est-à-dire si leurs clients les payent en temps, sinon avec quel retard, les raisons derrière ces retards, comment elles se prémunissent par rapport à ces risques. Donc, c'est intéressant. Et on le voit de façon sectorielle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette analyse. Vous pourrez me poser des questions après, ou cette information, vous pourrez également l'obtenir si vous le souhaitez. Elle est disponible en ligne. Donc, il y a quelques éléments clés qui sont intéressants, qui ressortent de cette étude. D'une manière générale, l'année dernière, on a constaté quand même une détérioration du risque régional en termes de risque. Ça se traduit par des durées de crédit beaucoup plus longues qu'avant. Les entreprises consentent à leurs clients en Asie des durées de paiement plus longues, et pas forcément pour des bonnes raisons. Et les retards de paiement également s'allongent dans le temps, de plus en plus longs. Et on sait que statistiquement, plus les retards sont longs, et plus la probabilité d'être payé à la fin diminue, se réduit, voire est nulle, avec des conséquences parfois dramatiques pour les entreprises, les faillites notamment. Donc ça, c'est les premières constatations. La deuxième constatation, je passe sur ce slide, c'est que d'un pays à l'autre, évidemment, la situation n'est pas la même. La Chine ne fait pas partie de l'ASEAN. C'est la Chine quand même qui est la plus fragile en termes de retard de paiement, notamment les retards de paiement les plus longs. Les pays de l'ASEAN s'en sortent mieux, d'une manière générale. Après, d'un pays à l'autre, on constate des différences. La Thaïlande, si ce n'est pas le cas sur ce slide, mais sur d'autres, c'est le cas, est quand même très fragilisée par rapport à d'autres pays de l'ASEAN. On constate une dégradation sur ce pays. Et la dernière conclusion, le dernier élément que je voulais mettre en avant, c'est le fait que la réponse des entreprises en Asie face à ce type de problème change. Jusqu'à présent, c'était très culturel. Les entreprises essayaient de négocier à l'amiable les problèmes d'impayés. Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus recours à des tiers, font de plus en plus appel engagent des actions en justice, beaucoup plus fréquemment qu'auparavant, ce qui reflète, à notre sens, des problèmes plus sévères en termes de liquidité, en termes de crise d'impayés. Voilà. Donc beaucoup de choses qui évoluent, qui changent. J'en resterai là pour l'instant, mais si vous avez d'autres questions après, je suis tout à fait ouvert. Merci beaucoup, Christophe Souquet. Robert de Quellin, vous êtes formateur et coach en management. Vous avez longtemps vécu, vous aussi, en Asie du Sud-Est, d'abord à Manille, puis à Singapour. Vous avez travaillé pour de grandes sociétés de communication et de gestion de crise comme Edelman. Nous sommes aujourd'hui associés dans le cadre du projet Asialist. Comme je l'ai dit, vous êtes le directeur du pôle de services entreprises d'Asialist, que nous avons nommé Asianoveo, service de formation, de coaching, mise en relation avec des experts de l'Asie. Et pour notre conférence, vous avez enregistré un entretien vidéo avec Alban Villani, qui est le directeur Asie du Sud-Est de Criteo, qui est basé à Singapour, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Je vous laisse nous en dire un tout petit peu plus, le temps d'installer la vidéo.
Avec plaisir. Donc, pour préciser, même en fait, la responsabilité d'Alban Villani couvre donc d'une part l'Asie du Sud-Est, ainsi que Hong Kong et Taïwan. Donc, c'est une zone assez large. Et effectivement, donc nous avons eu le plaisir d'échanger sur le sujet. D'abord, le business model de Criteo en Asie-Pacifique. Donc, pas seulement sur l'ASEAN, mais vraiment sur l'ensemble de la zone. Et puis, un sujet passionnant qui est comment développer une culture d'entreprise en Asie du Sud-Est. Criteo a commencé en Asie, au Japon. Ça, c'était en 2011. L'idée, à l'époque, c'était de réussir à travailler avec des gros publishers locaux pour pénétrer le marché plus rapidement, ce qui a été le cas avec Yahoo Japon, qui a formé une JV directement à Tokyo, donc au Japon, avec Criteo, ce qui nous a permis de très rapidement pouvoir débloquer un réseau suffisant pour nos campagnes. Donc, juste pour mémoire, Criteo, c'est un spécialiste du reciblage publicitaire en ligne. L'entreprise est listée au Nasdaq. C'est une entreprise française, bien entendu, qui fait donc des bannières. C'est principalement des bannières en ligne qui offrent la possibilité à des sites e-commerce, des sites de online retail, aussi des sites de voyage, de recibler leurs utilisateurs pour générer des conversions. Aujourd'hui, Criteo évolue vers de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits, et aujourd'hui, ce que nous mettons en avant, c'est l'écosystème que nous avons créé et que nous développons de la même manière dans chaque pays que nous abordons. Ça a été donc le cas en Asie. Donc, comme j'expliquais, on a commencé par le Japon, ensuite on a évolué en allant vers la Corée, on a ouvert l'Australie, la Chine, et finalement on a ouvert Singapour. À Singapour, on avait également, au tout départ, on avait également l'Inde, et l'idée c'était véritablement d'aborder tous les marchés de manière très neutre. Quand je dis neutre, c'est que souvent quand on arrive à Singapour, les entreprises françaises ont déjà un plan très préparé d'attaque de marché, en se disant que, je ne sais pas, par exemple, qu'ils veulent sécuriser un certain nombre de parts de marché en Indonésie ou en Thaïlande ou alors en Inde. Ça n'a pas été notre cas. Nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme on avait très peu d'idées de la manière dont notre solution pouvait être accueillie par la zone, on a décidé d'aborder tous les pays de la même manière. En tout cas pour une courte période. Pendant quelques mois, on a étudié le marché et on a commencé à lancer deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle donc la supply, qui est la possibilité pour nous de sécuriser des inventaires pour nos bannières auprès des grands sites, par exemple des grands sites d'actualité, mais ça peut être aussi des grands réseaux RTB. Et ça, nous l'avons fait de la même manière un peu partout, en essayant de sécuriser les plus gros sites, enfin ceux avec le plus gros trafic, en Asie du Sud-Est, en Inde, Hong Kong et Taïwan. En parallèle, ce que nous essayions de développer, c'était la relation avec les annonceurs. Quand je dis annonceurs, ce sont ce que je précisais auparavant, les sites de voyage, les sites e-commerce, et nous sommes allés tout de suite vers les plus grands noms. Cette double approche nous a permis assez rapidement de voir qu'il y avait certains pays qui étaient plus développés, plus matures, et ces pays, c'était principalement, on va dire, Hong Kong, Singapour, plus matures dans le sens où ils étaient plus développés, avec un GDP plus important, avec une capacité de dépenses en ligne et une adoption généralement d'Internet et mobile importante. Ce qui représente pour nous, on va dire, des facteurs clés de succès. Mais en réalité, il y avait d'autres marchés qui nous paraissaient très intéressants, comme l'Indonésie, l'Inde, et la raison pour laquelle ça ne nous paraissait pas évident au départ, c'était que ces pays-là avaient justement un GDP très, très bas.
et d'une manière générale un taux de dépenses moyen par habitant en ligne très très bas. Mais en termes de taille de trafic et en termes de taille de campagne, des pays comme l'Inde ou l'Indonésie présentaient déjà un très fort potentiel. Juste pour rappel, l'Indonésie, c'est 260 millions de personnes et de notre côté, ce qui nous intéressait le plus, c'était la possibilité d'avoir accès à un pays qui se développait de manière très forte dans le domaine du mobile. Et comme nous avions une offre qui était en train de se développer sur les applications, c'était un très bon moyen d'expérimenter avec des risques assez bas et en même temps de voir si on était capable de sortir cette nouvelle solution à grande échelle. Donc c'est ce que nous avons fait avec l'Indonésie et puis avec l'Inde, et ça s'est suffisamment développé pour qu'en 2016, nous puissions ouvrir un bureau en Inde. Et ce bureau aujourd'hui est complètement indépendant et compte à peu près une douzaine de personnes qui gèrent les 3 plus grosses villes d'Inde où se trouvent nos plus gros partenaires, que ce soit des publishers, donc la partie supply, ou la partie demand, qui seraient donc des annonceurs. Merci beaucoup Robert de Quélin pour cette interview avec Alban Villani, directeur Asie du Sud-Est de Criteo. D'ailleurs, on voit à quel point la création d'une culture d'entreprise en Asie du Sud-Est peut s'appuyer sur une démarche assez empirique. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin, nous souhaitions aborder un thème dont on parle de plus en plus, ce sont les startups en Asie du Sud-Est. Et je me tourne vers vous, Candice Trandai. Vous êtes directrice du programme cybersécurité à Asia Centre, think tank français, dont vous êtes aussi la vice-présidente. Vous êtes une ancienne de l'INENCO, du master HEI. Vous pratiquez l'Asie orientale depuis plus de 12 ans comme consultante en stratégie, en gestion des risques et en développement des affaires. Vous travaillez en particulier au Vietnam, Laos, Cambodge, en Thaïlande, mais aussi en Chine. Vous accompagnez des entreprises françaises, européennes et asiatiques. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter l'écosystème des startups dans la région Asie du Sud-Est. Comment est-ce que ça fonctionne et quels sont les secteurs les plus dynamiques? Merci Joris. Bonsoir à tous. Alors je voudrais juste rectifier pour que tout le monde soit bien au clair. Je tiens à parler des écosystèmes de start-up en Asie du Sud-Est. On n'a pas un écosystème du Sud-Est asiatique, on a des écosystèmes de start-up dans la région. Et je vais commencer très simplement, donc dans une première partie, en vous expliquant pourquoi moi j'estime que ça vaut la peine de s'y intéresser. Donc je vous montrerai qu'il y a un certain nombre de conditions locales, de paramètres locaux qui font que ces écosystèmes sont vraiment en train d'évoluer très rapidement, en particulier depuis ces 5 dernières années. Et puis dans un deuxième temps, je vais juste, parce que bon, le temps de parole est assez contraint, je vais juste essayer de vous présenter quelques caractéristiques de manière à vous donner un peu par touche impressionniste une idée plus tangible de ce qui se passe dans ces écosystèmes dans la région. Donc, pour commencer, donc pourquoi c'est intéressant de regarder ces écosystèmes de start-up du Sud-Est asiatique? C'est parce que d'une part, donc comme je vous l'ai indiqué, on est actuellement dans une phase d'accélération de déploiement de ces écosystèmes dans l'ensemble des pays de la région. Et ceci repose sur différents paramètres locaux, mais que partagent l'ensemble des pays avec des degrés d'intensité évidemment et des variabilités qui, comme ça a déjà été exposé précédemment, dépend bien entendu de l'historique de développement socio-économique de chacun des pays de la région. Vous l'avez bien compris, on a affaire à une région hétérogène et ça il faut bien le garder en tête.
Donc pour revenir back to basics, le premier point, c'est qu'on a vraiment des conditions qui sont favorables à l'éclosion, à l'émergence et au déploiement et au développement d'écosystèmes de start-up. C'est qu'on a, comme l'a dit M. Testard, une croissance économique résiliente. Je pense que ça, c'est quand même pas négligeable. On a une urbanisation de la population, une évolution démographique qui, quand même, pour la grande majorité des pays de la région, va dans le bon sens. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à quand même des populations très, très jeunes. Et on a également, et ça, c'est un paramètre très caractéristique de ce sous-ensemble, une prépondérance et une expansion de l'usage mobile first, comme on dit. Donc, ces quelques petits aspects vous donnent déjà une idée sur... un peu comme des Lego, on a ici des pièces quand même qui sont très très favorables à la construction, à l'émergence et au déploiement d'écosystèmes de start-up. Le deuxième point, et ça pour moi c'est fondamental, et je pense que tout le monde sera d'accord, c'est le volontarisme politique des gouvernements de la région, c'est-à-dire qu'on a... malgré, c'est valable aussi pour vraiment les pays en développement de la région, on a une volonté politique forte de soutenir, de promouvoir ces écosystèmes de jeunes pousses, de favoriser l'entrepreneuriat et surtout, mettons-nous à la place de ces gouvernements quand on a des populations aussi jeunes. Donc favoriser l'apparition des idées, la concrétisation des idées, les projets entrepreneuriaux. Donc on est aussi dans une démarche qui est porteuse de sens au sein. Il y a tout un aspect très sociétal, je pense, c'est très, on va dire, humain à prendre en compte. Quand on a des populations jeunes comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, je pense que ça c'est un aspect aussi qui est très important et vraiment à garder en tête. Je voulais juste vous donner deux exemples, Malaisie et Thaïlande. On aurait pu faire un listing d'exemples pour chacun des pays de la région, mais voilà. Malaisie a un programme qui s'appelle Magic, donc MAGIC, donc le jeu de mots, voilà, Magic, et c'est un fonds de 11,4 millions de dollars destiné à non seulement soutenir les startups locales, hein, donc les startups locales, mais d'autre part, c'est destiné aussi à soutenir les startups qui viennent d'ailleurs et pas seulement de la région Asie du Sud-Est. Donc ça rejoint ce qu'avait indiqué, et ça je suis personnellement d'accord et j'y tiens beaucoup, ce que disait M. Testard en introduction, c'est une zone ouverte. Donc là, on a typiquement un gouvernement qui débloque des fonds pour soutenir les startups locales, mais aussi qui veut accueillir et soutenir financièrement des start-upers étrangers, des porteurs de projets étrangers. La Thaïlande, donc ça c'est le deuxième exemple, a annoncé il y a peu donc, la création d'un fonds venture capital de 570 millions de dollars US et idem. C'est vraiment pour structurer, consolider, accompagner le développement de son écosystème local de start-up. Le troisième paramètre local qui me semble intéressant de retenir, si je ne me trompe pas, je crois que c'est M. Rossi qui en avait parlé à la fin de son intervention, c'est l'attention internationale de la part des grosses plateformes que tout le monde connaît bien, par rapport à cette région. C'est-à-dire que ça, le fait que tous les Facebook, WhatsApp, Amazon, etc., sont en train, déjà depuis quelque temps, de se déployer dans la région, ou plus récemment pour d'autres, en train d'accélérer leur déploiement, ça crée une émulation, un environnement local qui est ultra dynamique. Parce que qui dit présence des grosses plateformes, dit derrière financement. Les VCs, les venture capitalistes, les business angels, tous ceux qui sont dans la recherche de start-up à financer, ça fait un peu comme une traînée de poudre, c'est-à-dire que ça enclenche la machine. Donc on a aussi ce paramètre-là qui est non négligeable.
Donc ça, c'était juste un premier topo très simple, très succinct, j'en conviens, mais juste pour vous montrer quels sont quelques, je dirais, pour utiliser un langage business, c'est le facteur clé de succès en fait qui font que ces écosystèmes existent. Ils sont, et ça il faut bien en avoir conscience, vraiment en train de prendre de l'ampleur. C'est pas du tout la même histoire qu'il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Donc c'est très intéressant de regarder cela d'un peu plus près. Je vais axer mon deuxième topo, toujours aussi succinct, rassurez-vous, sur quelques éléments caractéristiques de ces écosystèmes dans la région. Ce qui vous permet un peu de sentir les choses et de le mettre en parallèle avec d'autres écosystèmes, d'autres régions du monde, y compris le nôtre d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les investisseurs financiers les plus actifs en Asie du Sud-Est, dans les startups, sont majoritairement des acteurs étrangers. On a beaucoup d'Américains, évidemment. Je ne sais pas si vous connaissez 500 Startups, qui a beaucoup investi ces dernières années, mais on a aussi des Chinois, des Japonais, donc des pays de la zone Asie qui investissent dans les startups d'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que en fait, les investisseurs purement locaux sont encore peu nombreux comparés à d'autres régions du monde et sont, je dirais, peut-être un peu plus frileux, c'est-à-dire que là, on parle quand même de capital d'amorçage. Donc, c'est pas forcément... elles cherchent des business models déjà quand même éprouvés, consolidés. Et donc, en fait, ce qui permet vraiment aux startups de l'Asie du Sud-Est d'avancer, c'est d'une part, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les subventions des gouvernements locaux, mais c'est quand même aussi, il faut bien garder en tête, les financements étrangers. Donc ça me permet de faire le lien. Donc je parlais de capital d'amorçage. En fait, voilà, ces écosystèmes manquent de capital de croissance. C'est là que se situe le nerf de la guerre. Elles arrivent en général à trouver le capital d'amorçage auprès d'investisseurs étrangers, mais quand on est une start-up, une fois qu'on est passé par cette case-là, ce qui compte, c'est le financement qu'on peut avoir pour viabiliser et surtout pérenniser son business model. Donc ça, c'est très caractéristique de la région. On a beaucoup de capital d'amorçage qui est assez facile à trouver, mais c'est plus difficile pour du capital de croissance. Autre caractéristique de la région, on a des problèmes quand on est une start-up qui a atteint une certaine taille, une certaine maturité, pour basculer en mode IPO, donc c'est-à-dire pour rentrer en bourse. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, on va aller se coter à l'étranger et tant qu'à faire aux États-Unis. Et donc, ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est que les gouvernements de la région n'ont pas encore pris la mesure de la nécessité de créer l'environnement favorable pour l'introduction en bourse de ces belles pousses. On a, par exemple, de manière très concrète, des critères qui sont complètement délirants pour un acteur de type start-up. Donc, la bonne nouvelle, c'est que plusieurs gouvernements de la région sont en train de reformater tout ça et donc de vraiment créer les conditions pour l'accueil et l'introduction en bourse de ces jeunes pousses prometteuses. Donc ça, c'est en cours. Mais voilà, c'est intéressant de voir que les gouvernements de la région ont percuté que là, il y avait un petit souci et qu'il fallait essayer d'améliorer les conditions d'IPO. Ensuite, je voudrais basculer sur une autre caractéristique, c'est sur l'aspect plus humain. La grande majorité des start-upers dans la région Asie Sud-Est sont vraiment complètement novices, c'est-à-dire qu'ils se lancent from scratch dans l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas forcément eu des cours à l'école ou à la fac sur comment on devient businessman, comment on devient entrepreneur, comment on écrit un business plan, des choses comme ça. Et il y a aussi, et ça c'est plus culturel, même si je n'aime pas rentrer dans des schémas culturalo-culturels, je dirais, l'échec, c'est pas bien vu.
Alors je dirais qu'en France, on n'est pas loin de cet état d'esprit aussi. Donc si vous voulez, on n'est pas aux États-Unis où l'échec, ça veut dire qu'on a tenté, qu'on a fait des efforts pour réussir et que si on retente 10 fois, et voilà, la 10e fois, ça sera la bonne et là on va réussir. Donc on n'est pas dans cet état d'esprit-là, donc c'est pas toujours évident pour les jeunes. Enfin, quand moi je discute avec les jeunes, hein, moi je parle même de très jeunes, hein, qui ont 20 ans. Donc il y a cette énergie, il y a cette volonté, et en même temps il y a le poids, ce poids sociétal et ce poids culturel, cette crainte de l'échec, parce que je pense que il y aurait un travail de mentoring à faire, hein, comme on peut faire, hein, de mentorat des start-upers pour dépasser cet horizon de crainte de l'échec, parce que ça voudrait dire qu'on peut passer à côté de très belles idées. Donc tout ceci, c'était un peu pour vous montrer qu'on est quand même dans des écosystèmes en mouvance, en transition, en transformation, mais quand même. Les résultats sont là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est, on a attendu ça pendant quelques années, mais aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est a un certain nombre de licornes. Et ça, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, des licornes, ce sont des startups qui ont atteint une valorisation qui indique qu'elles tiennent la route, qu'elles ont un business model éprouvé, qui a vraiment un apport d'une techno ou d'un produit ou d'une solution qui vraiment est porteur de sens, apporte quelque chose au marché. Et donc je pense que vous en avez, j'espère que vous n'avez pas que des noms de start-up européennes, américaines et chinoises en tête. J'espère que vous avez entendu parler par exemple de Garena, de Singapour, de Lazada aussi à Singapour, de Grab de Malaisie, de Gojek en Indonésie, ou Tokopedia aussi en Indonésie. Bon, c'est juste quelques noms de start-up très prometteuses, avec de belles valorisations qui leur permettent de rentrer dans la cour des grands. Hein. Pour une start-up, rentrer dans la cour des licornes, c'est la cour des grands. Je voudrais aussi insister dans cet état d'esprit-là. C'est une question qu'on m'a souvent posée, qu'on continue de me poser, c'est oui, mais finalement, ces startups, ce sont de simples copycats. Alors je tiens aussi à ce qu'on démystifie un peu cela, parce qu'effectivement oui, si beaucoup de ces projets sont partis ou se sont inspirés de plateformes étrangères déjà existantes, il ne faut pas oublier que le gros distinguo, et ça c'est vraiment intéressant à regarder de près, c'est que ces startups vont s'adapter aux conditions locales et vont vraiment répondre à un besoin local des populations dans différents domaines. Et donc, par exemple, Gojek, surnommé Uber des motorbikes, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que Gojek, c'est pas juste bon, j'ai mon app smartphone et puis bon, au lieu de faire 3 heures de transport pour aller au bureau le matin, parce que Jakarta c'est pas loin de ça parfois, souvent même, je prends ma motorbike, taxi et en fait Gojek ne fait pas que du transport de personnes. Par exemple, Gojek fait du transport de colis et plein d'autres petites choses sympathiques qui sont assez typiques. On va dire, pour le marché local, qui plaît à la population. Et donc ça, voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Et ne pas se contenter de dire, bon, ce sont de simples copycats. Donc moi, ce que j'aime bien dans ces startups locales, c'est que elles essayent vraiment de répondre aux besoins. Tout à l'heure, on a parlé des problèmes de la région qui concernent l'ensemble des pays en termes d'infrastructures, de logistique. Et en fait, ces startups, moi, je trouve qu'elles arrivent vraiment à résoudre de vrais problèmes sur le terrain. Donc, elles sont du coup... Alors, ça marche du coup parce que pour les populations locales, c'est porteur de sens. Donc, je peux vous donner juste un autre exemple. C'est Cropital. C'est une plateforme de crowdfunding aux Philippines qui relie les investisseurs potentiels aux communautés agricoles qui ont besoin de capitaux. Et ce n'est pas juste du crowdfunding, je dirais que c'est du crowdfunding plus, puisque cette plateforme permet également aux agriculteurs de se former à la finance, à la comptabilité,
etc., etc. Là, on parle d'agriculteurs qui sont dans des régions très éloignées. Je ne parle pas des agriculteurs qui sont plutôt en mode agro-business. Je parle de de petits agriculteurs dans la pampa locale, si vous voulez. Donc ça, voilà, on a voilà, des startups qui vraiment se positionnent sur des secteurs intéressants, qui répondent aux besoins de la société, de l'économie, de la population locale. Donc infrastructure, logistique, agriculture, mais par exemple la santé aussi est un domaine porteur. En conclusion, parce que je crois que Joris me fait des signes depuis tout à l'heure, j'ai dû dépasser mon quota, j'en suis désolée. Mais en conclusion, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que franchement, et c'est aussi pour avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs de la région, dans différents pays, de voir un peu leur état d'esprit, leur mindset, comment ils voyaient les choses. Aujourd'hui, je dirais qu'être un entrepreneur, un start-upper en Asie du Sud-Est, c'est vraiment, vraiment stimulant. On a l'impression qu'on a le monde devant soi, il n'y a pas vraiment de doute, hormis ce facteur un peu socio-culturel dont je vous parlais, cette crainte de l'échec, mais sur le reste, il y a vraiment une énorme proactivité et je dirais même qu'être un start-upper étranger en Asie du Sud-Est, c'était stimulant. Donc voilà, ça rejoint ce que disait M. Testard, et la boucle est bouclée en début de session, c'est que ça reste un pays ouvert. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cet accueil de start-up d'autres pays. Et juste pour terminer, on a par exemple, ça aussi, ça commence à émerger, des accords entre pays pour promouvoir les écosystèmes de start-up de l'un et l'autre. Donc par exemple, là récemment, Singapour et le Vietnam ont annoncé la mise en œuvre d'un tel accord. L'idée, c'est stimuler, booster les écosystèmes de start-up des deux pays complètement en synergie. Donc avec, évidemment, il y a du financement derrière, hein, il y a des accords de subvention de financement, mais il y a des échanges de savoir-faire, de pratiques, créer des complémentarités entre une start-up, par exemple à Singapour, qui est sur tel domaine, et une autre au Vietnam, qui est sur tel domaine, etc., etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant de voir que les pays aussi essayent de stimuler en bilatéral tous ces écosystèmes. Ben voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de monter une start-up en Asie du Sud-Est. Je vous remercie. Merci beaucoup, Candice Trandai. Avant de passer aux questions-réponses avec le public, nous voulions parler avec vous d'un dernier aspect de la stratégie des entreprises françaises en Asie du Sud-Est, puisque quand ces entreprises créent d'abord ou veulent créer un bureau de représentation dans un pays du Sud-Est asiatique, eh bien, pour faire que ce soit une étude de marché, de la prospection, de la recherche de clients, eh bien, les entreprises s'appuient volontiers sur des VIE, des volontaires internationaux en entreprise. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Marjorie Choreau. Je vous prie de venir à ma place, de façon à ce que vous puissiez maîtriser votre PowerPoint autant que faire se peut. Je l'ouvre et je vous présente en même temps. Est-ce que l'ordinateur est avec nous? Magnifique. Je vous en prie, prenez place. Je dis juste un tout petit mot sur vous avant de vous laisser la parole. Donc vous êtes conseillère à Pôle emploi, plus précisément dans l'équipe Mobilité internationale Asie et Océanie. Vous allez nous présenter d'abord les missions de votre équipe à Pôle emploi qui n'est pas encore très connue, qui est assez récente. Des missions qui soient en direction des entreprises ou des demandeurs d'emploi, mais surtout vous allez faire un point sur le VIE en Asie et peut-être, si c'est possible, avec quelques spécificités en Asie du Sud-Est. Donc bonjour et merci vraiment pour l'invitation au nom de Pôle emploi. Donc on est une nouvelle équipe, comme Joris le disait. On est tout récemment installé à Bordeaux depuis juin 2016. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails du pourquoi, comment on est arrivé à cela. Il existait déjà un Pôle emploi international avant, mais depuis juin 2016, tout a été refondé. On s'est séparé en 7 équipes, en différents secteurs géographiques. Pour ma part, donc, je fais partie de l'équipe de Bordeaux qui est sur l'Asie et Océanie.
Voilà, donc on a des talents français qui sont reconnus et recherchés par les recruteurs dans le monde entier. Donc je ne passe pas sur les chiffres de l'étude, comment on est arrivé à cela. Donc c'était une étude menée conjointement entre Pôle emploi et le cabinet Deloitte. Voilà, donc quels sont les pays pourvoyeurs? Donc c'est ce que je viens de dire. Donc Pôle emploi a cette équipe mobilité internationale, hein, donc sur différents secteurs. Nous, c'est l'Asie-Océanie, donc avec tous les pays qui apparaissent à l'écran. Donc on suit tous les demandeurs d'emploi qui veulent partir sur cette zone, ainsi que les entreprises. Donc, dans quel secteur d'activité? Alors, évidemment, on s'intéresse à tous les secteurs d'activité. Donc, vraiment à tout. Moi, même si on est encore, comme on est encore jeune, on a encore beaucoup de choses à développer. Quels sont les profils recherchés par les entreprises? On dirait tout type de profil, hein, des jeunes inexpérimentés ou expérimentés, des profils qualifiés et expérimentés. Donc en général, il faut au minimum, forcément, on a noté bilingue anglais, mais en tout cas un très bon niveau en anglais, hein, pour partir, c'est mieux. Plus au moins connaître la langue du pays. Donc par exemple, on a noté sur la zone Asie, mais par exemple sur la Chine. Si vous partez en Chine, c'est mieux de connaître le mandarin ou pour Hong Kong le cantonais. Par exemple, sur le Japon, c'est très difficile de trouver un emploi si vous ne parlez pas japonais, à part sur certaines spécificités. Mais de toute façon, pour s'intégrer, il faut mieux connaître le pays. Les compétences qui sont reconnues aux Français et dont on a besoin lorsqu'on s'expatrie, donc forcément, c'est la créativité. Hein, donc, par exemple, si on veut s'implanter, créer son entreprise, sur place son propre business. Être force de proposition et d'initiative. Je pense que les Français sont assez reconnus pour ça aussi. La motivation, l'implication, le savoir-être, savoir-faire. Évidemment, l'adaptabilité à l'environnement et à l'entreprise, hein, surtout en Asie. Forcément, on est obligé de s'adapter. C'est complètement différent de l'Europe. Hein. Donc, on est obligé vraiment de s'adapter à la culture et à l'entreprise et connaître l'interculturalité du pays. Management, encadrement et donc l'interculturalité dont je viens de parler. Alors là, je vous ai mis un panorama des dispositifs de mobilité. Donc il existe donc à Pôle emploi les demandeurs d'emploi que l'on accompagne. On les informe notamment sur ce qui peut exister en matière de dispositifs. Donc par exemple les délégués de fonctionnaires internationaux, pour les jeunes experts associés pour travailler aux Nations Unies, hein, ce qui sont des postes que la France finance pour le monde entier. Pour des personnes vraiment très très qualifiées. Les accords jeunes professionnels, c'est un accord entre la France, des accords bilatéraux entre la France et certains pays, avec des propositions de postes et de visas. Le volontariat de solidarité internationale, on en parle aussi, même si ce n'est pas vraiment un emploi, mais c'est du volontariat. Ça peut permettre de se faire une expérience professionnelle tout en donnant un peu de soi et de travailler dans un pays. Donc ça, c'est dans tous les pays du monde. Les services civiques aussi, qui sont réservés pour les jeunes jusqu'à 30 ans, je crois. Et pareil, souvent dans l'humanitaire, dans beaucoup de secteurs. Le permis vacances-travail, qui est réservé aux personnes de 18 à 30 ans. Donc ce permis vacances-travail est un visa qui est délivré par les pays. Donc pareil, c'est un accord bilatéral entre la France et certains pays. Donc c'est pour les personnes de 18 à 30 ans. C'est souvent donc pour faire du vacances-travail, mais on peut aussi que travailler ou que partir en vacances. Donc ça vous permet d'avoir un visa pour 1 an. Et c'est souvent associé au petit boulot, parce que c'est vrai qu'on fait souvent des petits boulots en permis vacances-travail, mais on n'est pas obligé de faire que ça, et on peut partir et trouver un emploi qualifié en vacances-travail. Et enfin, donc pour finir, tout ce qui est VIE, VIA et VIE Pro.
Donc, je vais expliquer un petit peu plus ce que c'est ensuite. Alors, donc, le VIE et VIA, donc, c'est géré par Business France. Nous ne faisons que donner l'information. Donc, on oriente les demandeurs d'emploi sur un site qui s'appelle CiviWeb. Ce sont des missions proposées à des jeunes de 18 à 28 ans, français de nationalité française ou européenne, pour aller travailler à l'étranger. Donc il y a beaucoup de postes proposés en Asie du Sud-Est. Ce sont des postes, des missions, parce que ce n'est pas vraiment ni contrat de travail, ni stage, c'est vraiment un statut particulier. Donc ce sont des missions qui durent entre 6 et 12 mois et qui peuvent être renouvelées jusqu'à 24 mois. Donc ces missions, donc c'est dans tout type de secteur d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que les frais de transport sont payés. Il y a un suivi qui est effectué par l'ambassade de France et le consulat de France. Et il y a une indemnité qui est versée à la personne qui part entre 1 200 et 3 200 euros. Le montant de l'indemnité varie en fonction du pays, de la mission et du pays. Alors oui, je n'ai pas fini, sinon sur le VIE, donc il y a le VIE qui est en entreprise et le VIA où ce sont des missions dans les administrations françaises en fait. Donc c'est la même chose mais dans les administrations françaises. Un petit peu moins connu que le VIE, le VIE Pro, qui permet à des personnes qui sont étudiants en licence professionnelle, qui leur permettent de partir en stage, d'effectuer leur stage de licence professionnelle à travers un VIE qui, au lieu de durer 4 mois, peut se prolonger jusqu'à 24 mois. Et donc, ils valident leur diplôme. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous ces VIE finissent souvent par une proposition d'embauche en CDI. Donc 70% reçoivent une proposition d'embauche à la fin de leur mission. Donc pour avoir plus d'informations, donc c'est Business France, CiviWeb, qui recherche beaucoup de profils en Asie. Hein, d'ailleurs, on est souvent en contact avec eux. Ils cherchent souvent des personnes pour partir. On a nous contactent quand ils ont du mal à trouver certains profils. Donc ces derniers temps, on a eu beaucoup de contacts pour des missions en Chine, pour envoyer à des business développeurs, pour développer, là c'était dans le secteur du vin par exemple, où ils avaient un petit peu de mal à trouver. L'idéal, c'est comme on le disait, c'est de parler anglais, donc ça c'est un minimum, mais en plus de parler la langue du pays, avoir de très bonnes bases dans la langue du pays pour pouvoir développer le business de l'entreprise. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est bien, vous avez bien vendu le VIE. Oui. On va atteindre à peu près 10 000 jeunes à la fin de l'année, là, partout dans le monde, en VIE. Là où on a des gros besoins, ça dépasse un peu le cadre de cette conférence, mais c'est vraiment en Allemagne et sur les pays germanophones, parce que là, pour le coup, c'est vraiment la seule zone sur laquelle on n'arrive pas à trouver suffisamment de candidats par rapport aux offres d'emploi qu'on a. C'est quand même un peu dommage. Oui. Sur l'Asie, c'est plutôt en croissance, avec la difficulté que le VIE, c'est génial, sauf que c'est franco-français. Les autres pays ne connaissent pas cette procédure. Et donc, on a des statuts juridiques ou fiscaux qu'on doit adapter en fonction de chaque pays localement. Et notamment, le VIE Pro, il y a beaucoup de pays d'Asie sur lesquels on peut pas en envoyer, tout simplement parce que les visas qu'on peut avoir pour les VIE, c'est conditionné à un certain niveau de diplôme et à un certain niveau de ressources. Donc voilà, c'est un produit qu'on essaye de pousser, mais qui est un petit peu compliqué, quoi. D'accord. Et puis, une chose qui peut être intéressante, ça existe, ça fonctionne, mais c'est encore trop peu connu, c'est que plusieurs PME, dans un même secteur d'activité ou des secteurs d'activité voisins, mais évidemment pas concurrents directs, peuvent partager un VIE, peuvent se grouper à 2 ou à 3
pour développer des marchés de ce type-là en Asie, qui sont en général des marchés de taille moyenne, c'est quand même une bonne formule. Et vous avez, alors soit elles se mettent d'accord entre elles, soit dans certains secteurs d'activité, vous avez des associations professionnelles qui jouent le rôle de fédérateur pour envoyer ces VIE. La FIM dans le secteur mécanique, par exemple, le fait très bien. L'IMED à Marseille a comme ça, est un institut qui a une cinquantaine de VIE dans le monde, mais qui ne travaille pas pour l'IMED, qui travaille vraiment pour des pools de PME. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant. Voilà, donc je vais revenir à Pôle emploi et l'équipe mobilité sur l'Asie et Océanie. Donc on accompagne des demandeurs, comme je le disais, qui souhaitent partir sur cette zone. Juste pour vous parler un petit peu des services que l'on propose et que l'on a mis en place pour l'instant, parce qu'on n'en est encore qu'au début. On propose des e-ateliers sur les pays, c'est-à-dire que ce sont des web-conférences que l'on anime sur les pays pour permettre aux demandeurs d'emploi qui désirent se rendre là-bas, qui n'ont pas toujours une bonne connaissance du pays, d'avoir un premier niveau d'information en abordant un petit peu tous les sujets. Et on essaie d'animer ça de façon à ce que ce soit interactif, c'est-à-dire que nous, on n'a pas toujours toutes les réponses. Donc parfois, c'est des demandeurs d'emploi qui nous donnent les réponses parce qu'ils connaissent déjà le pays. Et on essaie de faire vraiment un réseau et que ce soit interactif entre les demandeurs d'emploi. Nous avons également mis en place des e-ateliers, donc web-conférences sur la méthodologie. Donc par exemple sur la stratégie digitale, sur la recherche d'emploi, qui sur tout ce qui est réseau, LinkedIn, etc., qui est vraiment devenu incontournable. La création d'entreprises à l'étranger. Les dispositifs de mobilité dont j'ai un petit peu parlé, sur les conjoints d'expatriés, parce que quand on parle pas toujours tout seul, l'interculturalité aussi dans les pays, pour expliquer un petit peu, pour ne pas faire de gaffe, voilà, qu'on ne connaît pas forcément bien. Sur le CV en anglais. Et on a d'autres choses qui sont en construction, comme alors Work in France, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. On travaille avec l'APEC pour ça. Pour le retour des expatriés, des impatriés, donc quand ils rentrent en France, parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande et qu'il y a souvent un choc culturel au retour. C'est souvent plus difficile au retour qu'au départ. Parfois, on se sent un peu étranger en rentrant en France, voilà, de ce qu'on entend comme retour. Donc, on est en train de travailler sur ça pour préparer un peu les personnes, de leur faire penser à tout ça avant de partir. Alors Pôle emploi, c'est aussi l'Emploi Store. C'est un service de Pôle emploi en fait, qui donne beaucoup d'informations. Donc vous avez l'international, par exemple. Je ne vais pas tout détailler, mais il y a l'international où on a beaucoup de choses. On a par exemple un MOOC qui s'appelle Travailler à Hong Kong. Sur notre zone, c'est le seul qui existe. Il y en a beaucoup sur d'autres pays, mais sur notre zone, on a fait le forcing pour en mettre un quand même. Donc il vous donne les informations des personnes qui se disent tiens, pourquoi pas Hong Kong. N'importe, c'est ouvert à tout le monde, il ne faut pas être que demandeur d'emploi. Vous avez des informations de premier niveau sur le pays, marché du travail, les métiers recherchés, quel type de CV, etc. On met en place aussi des choses. On va mettre en place une page Facebook. Normalement, ça doit arriver. On a un Scoopit qui est un lien d'information sur on le fournit tous les jours sur l'actualité en Asie du Sud-Est, tout ce qui est en rapport avec l'emploi, l'économie, les recrutements dont on entend parler. Donc on alimente ce Scoopit quotidiennement et nos demandeurs d'emploi, mais pas que, en fait, peuvent s'abonner à ce Scoopit et suivre les informations. Alors juste rapidement, nos premiers succès, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, Shanti Travel, c'est une entreprise qui nous a contactés parce qu'ils recherchaient un directeur des ressources humaines pour le Sri Lanka. Et c'est une demandeuse d'emploi que nous avions en suivi, que nous avons placée dans l'entreprise. Et donc, du coup, cette personne nous passe toutes les offres d'emploi de l'entreprise maintenant et travaille beaucoup avec nous. Donc, on doit avoir, c'est pas une très grosse société, mais on doit avoir 7-8 offres sur l'Asie actuellement.
Voilà, c'est fini. Merci beaucoup Marjorie Choireau. Vous avez énormément de choses à partager et j'invite tout le monde à se jeter sur le site de Pôle emploi et l'onglet sur l'équipe Asie-Océanie. C'est largement l'heure des questions-réponses avec le public, avec vous. C'est le moment d'interroger nos intervenants. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions parmi vous? Oui. Ici, voilà, le micro arrive tout de suite. Je vous demanderai juste de vous présenter brièvement, dire votre nom et votre, si vous êtes étudiant, quelle profession, avant de poser votre question. Merci. Bonjour, déjà merci à tous les intervenants pour vos présentations, c'était extrêmement intéressant. Je m'appelle Lucille Sancho, j'ai été diplômée de Sciences Po il y a 2 ans et je suis partie en VIA en Indonésie dont je rentre tout juste. Ma question portait sur une remarque de Monsieur de Kélin sur le fait d'embaucher des Thaïlandais en Thaïlande, Indonésiens en Indonésie. Et je voulais vous poser une question sur votre perception des enjeux des différentes manières pour les PME françaises d'entrer sur les marchés de l'ASEAN. Je pense que je vais répondre. Je vois pas trop le lien entre enfin forcément, moi je vois pas forcément un lien direct entre la manière d'entrer sur le marché et puis la nationalité des gens qu'on va forcément embaucher. Mais bon, de manière générale, c'est clair qu'il vaut mieux des locaux dans le pays. Après, sur Singapour, vous allez quasiment pas trouver des Singapouriens pour travailler avec vous, sauf si vous vous appelez Thales ou Total ou des groupes comme ça. Donc, vous allez forcément embaucher des gens qui sont des résidents permanents ou mais en tout cas des étrangers qui sont à Singapour. Ce qui n'est pas gênant d'ailleurs parce que on est sur une société tellement multiculturelle finalement que voilà, il faut surtout trouver le bon profil à un prix qui soit à peu près abordable et surtout essayer d'être suffisamment attractif pour qu'il reste. Parce qu'en général à Singapour, le turnover est très élevé, on a un marché du travail assez dynamique. Après, sur les autres pays de la zone, je pense qu'il faut avoir un mix au départ en fait avec... si c'est des sociétés qui ont déjà les reins suffisamment solides pour avoir un petit staff local, je pense qu'il faut d'abord, au début, vous avez plus d'expatriés pour démarrer, ou en tout cas de Français. On commence à trouver d'ailleurs dans pas mal de pays de la zone, notamment en Thaïlande, des Français locaux qui travaillent en contrat local pour des sociétés françaises et qui sont des jeunes diplômés, voilà, et qui coûtent pas cher. Ce qui est difficile en Indonésie, par exemple, parce que vous ne pouvez pas employer, enfin, en termes de loi migratoire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en général, au début, vous avez une proportion un peu plus importante de Français ou d'Occidentaux. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le business se développe, on localise davantage. Et les dernières fonctions qui restent en fait entre les mains des Français ou des expatriés, c'est souvent la fonction de DAF finalement. Parce que c'est un peu la fonction stratégique dans la boîte. C'est là où on va s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on remonte les dividendes, etc. Et puis évidemment la fonction de directeur général. Après, les modes d'implantation, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va varier très fortement d'un pays à l'autre. À Singapour, vous pouvez être à 100% sur tous les secteurs d'activité, sauf la défense ou les médias, par exemple, mais voilà. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un partenaire local. Si on a les moyens, on peut très bien travailler. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers qui montent leur boîte à Singapour. Quand j'y étais, moi, on avait fait avec Hubert d'ailleurs un recensement exhaustif de toutes les filiales et tous les Français qui étaient à Singapour. Alors, on avait à peu près 500 filiales françaises et puis 200 ou 300 Français qui étaient venus monter leur boîte et ça se passait très bien. Sur d'autres destinations, on va être quasiment obligé d'avoir un partenaire local et il vaut mieux même avoir un partenaire local pour défricher, déchiffrer les réseaux, les problématiques culturelles, etc. etc. Donc sur des pays comme le Vietnam, comme la Malaisie, comme l'Indonésie, là, il vaut mieux travailler avec un partenaire local. Et le choix du partenaire local est vraiment crucial.
C'est là où nous, nos équipes, en lien avec les gens de la COFAS ou excusez-moi, parfois vos concurrents, travaillent pour essayer de qualifier un peu la nature de bons payeurs et de bonnes signatures des différents partenaires qu'on peut vous présenter ou qu'on peut présenter aux sociétés françaises. En général, une boîte française qui vient sur un salon, une PME dans la zone, et qui va rencontrer des partenaires locaux qui sont prêts à faire une JV avec eux ou à distribuer leurs produits, naturellement, ce n'est pas forcément le bon contact. Il vaut mieux faire appel à des gens qui connaissent un petit peu l'écosystème local et qui vont diriger vers les bons partenaires. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Peut-être une autre question. Oui, jeune fille derrière. Bonjour, je m'appelle Annelise et je suis aussi ex-INALCO en fait. J'ai monté mon cabinet de conseil il y a quelques mois aussi, spécialisé en franco-indonésien, en business consulting. Donc, en fait, ma question, c'est pour Madame Candice. Candice Strandberg. Oui. Oui, pardon. Et donc, en fait, il y a un mois, j'étais en Indonésie, en fait, pour faire des interviews les startups indonésiens, les Big Five startups indonésiens, y inclus Gojek, pour un compte de mon client, une entreprise française. Et en fait, là, je voudrais poser ma question sur l'attractivité des startups en Asie du Sud-Est aux yeux des investisseurs français. Est-ce que les investisseurs français, ils sont comme ce qui se passe aux États-Unis ou au Japon, ils sont très envie de financer et de pérenniser les startups en Asie du Sud-Est? Voilà ma question, merci. Moi, encore une fois, moi je suis rentré il y a 1 an, mais il y a 1 an, c'était clairement pas le cas, quoi. On voyait à peine arriver à Singapour les gros fonds d'investissement anglo-saxons, notamment américains, qui commençaient à venir massivement sur la place de Singapour pour commencer à investir dans la zone. Donc on est encore beaucoup sur des fonds d'investissement qui sont financés par des LPs locaux ou beaucoup de family office et puis chinois ou asiatiques. Voilà. Je vais juste abonder dans le sens de ce que dit Monsieur Rossi. Moi je ne note pas une spécificité de nos investisseurs. Là on parle bien d'investisseurs français, hein. Donc des VCs français, on est bien d'accord. Ou des BAs, oui. Moi, je peux citer quelques exemples que j'ai eus, enfin si vous voulez, ça vous donnera une idée. Moi, j'ai eu par exemple un cas d'une start-up basée en Indonésie, montée par des Français expatriés de longue date là-bas. Là, je vous parle d'un projet qui date d'il y a quelques années. L'idée de cette start-up, c'était en clair de devenir un média social pour l'ensemble de la région. Du fait de la nationalité en fait, des cofondateurs, donc qui sont européens, la recherche de financement a été ciblée en premier lieu en Europe, donc France, mais pas que. Et en fait, donc moi j'étais embarquée dans la levée de fonds en fait. Et donc en fait, moi ce que j'avais eu comme guideline, c'était de rechercher, c'est ce que vient de dire Monsieur Rossi, des family office. Donc là, c'est spécifique. Moi, je ne dirais pas qu'on a une espèce d'entrain, d'engouement de nos business angels et venture capitalistes français pour la région Asie du Sud-Est. Enfin, pour moi, de ce que je vois sur le terrain, je pense que vous serez d'accord, c'est avant tout des Américains qui mettent des billes. Il y a les grosses plateformes japonaises ou chinoises qui mettent des billes, hein, qui prennent des parts de participation dans les startups locales. Et il y a toute une nébuleuse de gens, de locaux qui ont les moyens et qui veulent investir. Bon, par exemple, moi je connais un ancien de la banque au Vietnam. Là, il aimerait bien investir, bon, forcément, donc il a un petit capital maintenant, et il regarde les écosystèmes,
des startups, les jeunes poussent dans la région, donc ils se baladent dans la région. Et s'il y a une startup qui lui plaît, il va donner un petit ticket d'entrée. Merci. Une autre question? Merci. Bonjour, je suis Mademoiselle Thia. J'ai une formation de juriste et je voudrais m'adresser plutôt au monsieur de l'activité Business France. Et je voulais savoir si finalement vos entreprises, quelles sont les entreprises à risque qui vous demandent vraiment du crédit? Monsieur Rossi. C'est plutôt pour la COFAS. Nous, on ne fournit pas de crédit, on fait que du service. Oui, c'est ça, c'est la COFAS. Alors, c'est Monsieur Souquet, Christophe Souquet de la COFAS. Je ne travaille pas chez Business France, mais pour la COFAS. Bon. Mais je vais vous répondre quand même. En fait, ça dépend, comme j'ai commencé à l'expliquer dans ma présentation, ça dépend à la fois du pays en question, ça dépend également du secteur d'activité en question. C'est très fluctuant, parce qu'effectivement, c'est une région qui est très hétérogène et très différente. Il y a des pays qui sont très matures économiquement. Singapour est le cas typique où il y a vraiment une grande transparence en matière du droit des affaires, en matière même de comportement des entreprises, même si ça arrive qu'il y ait des entreprises qui ne payent pas ou qui mettent la clé sous la porte ou qui disparaissent. Ça arrive aussi à Singapour. Mais très clairement, il y a des constantes différentes. Il y a des pays où je dirais le niveau de corruption est plus élevé et plus endémique. Ça m'embête de dresser une liste des bons pays et des mauvais pays, mais enfin c'est un peu le cas. Je pense que on parlait de l'Indonésie, clairement il y a quand même une corruption forte, d'ailleurs contre laquelle le gouvernement lutte depuis quelques années avec pas mal de succès, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense aussi aux Philippines, où il y a quand même aussi beaucoup de corruption. Donc là déjà il faut le savoir au niveau de l'environnement des affaires, même au Vietnam. Mais après c'est vrai qu'il y a un dynamisme économique qui contrebalance tout cela. Moi je suis assureur crédit, donc je dirais que lorsque vous faites du business, lorsque vous commencez à vendre à des entreprises locales, c'est quand même important de se renseigner avec qui vous travaillez, donc en amont, donc déjà obtenir des informations sur ces entreprises. L'information, elle existe. Il y a de l'information très structurée. Il y a des entreprises familiales, évidemment, donc qui n'ont pas d'obligation de fournir des éléments financiers, des bilans, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de sociétés également qui le font, des sociétés cotées en bourse ou des sociétés qui, parce qu'elles travaillent de plus en plus avec des entreprises étrangères, se doivent d'être plus transparentes et le sont au fur et à mesure. Donc ça, c'est le bénéfice de l'internationalisation. Donc rechercher les informations, et puis après lorsque vous travaillez, une constante aussi en Asie, c'est que lorsque vous travaillez avec des entreprises asiatiques, tôt ou tard vous allez être obligé de faire du crédit, de vendre à crédit aux entreprises. Ça c'est une constante parce que c'est un environnement très concurrentiel, que les entreprises locales justement ont souvent cherchent à faire de la trésorerie en obtenant des allongements des durées de paiement. Et donc, tout ça fait que il faut justement vous prémunir contre les risques. Alors, il y a l'assurance crédit, mais il n'y a pas seulement ça, il y a d'autres techniques qui permettent justement d'éviter, autant que faire se peut, des problèmes d'impayés. Après, par secteur d'activité, ça dépend vraiment, encore une fois, du couple pays-secteur d'activité. Moi, je mentionnais tout à l'heure dans l'étude que je présentais certains secteurs plus difficiles que d'autres. Je parlais de la construction. Alors c'est vrai qu'il faut différencier tout ce qui est infrastructure, où il y a énormément de projets et certainement beaucoup d'opportunités pour les groupes français. Il y a les gouvernements en Asie du Sud-Est soutiennent les gros projets. Il y a un projet par exemple important entre Singapour et la Malaisie, qui est le projet de la future ligne de TGV entre Singapour et Kuala Lumpur dans un horizon de 10 ans. Donc là il y aura effectivement beaucoup de sous-traitance. J'espère pas seulement local ou régional, mais peut-être aussi international. Donc il y a beaucoup de projets d'infrastructure. Et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est immobilier, où il y a beaucoup plus de spéculation, il y a des risques de bulles spéculatives immobilières. À Singapour, moi je dirais que c'est un peu une sorte de... Ça fait partie aussi du business de construire et de détruire des résidences, etc. Et ça crée à terme une sorte de bulle un peu spéculative, un peu artificielle. Donc ça c'est un risque qu'on regarde aussi de près.
Mais à côté de ça, bon, ça c'est le premier risque. Il y a tout ce qui est lié aussi au domaine énergétique avec l'effondrement des cours des matières premières. Donc il a quand même porté un sérieux coup d'arrêt à des pays. Bon, par exemple, je parlais de Singapour, c'est encore une fois le cas, parce que Singapour est très tourné vers tout ce qui est trading autour du pétrole, des hydrocarbures. Donc il y a eu quand même des conséquences. À côté de ça, la sidérurgie aussi, qui est un secteur où il y a beaucoup de surcapacité dans la région. À côté de ça, il y a des secteurs d'activité qui sont performants, qui ont de gros besoins. Tout ce qui est lié à la consommation domestique. Merci beaucoup. Alors je suis désolé parce qu'on doit libérer la salle à 19h, et ce qui justifie d'autant plus de continuer à être ensemble et de se transporter au Dupont Café, c'est juste à côté. Alors c'est la fin de cette conférence. Je voudrais remercier infiniment Alban de Carmois, qui est la présidente du réseau Alumni Inalco, Bassir Hamid évidemment, je remercie Robert de Quélin, tous nos intervenants. Merci à vous tous d'être venus. N'oubliez pas de consulter votre média préféré sur l'Asie, Asialist, www.asialist.com. À tout de suite au Dupont Café, et je vous en prie, nos intervenants sont à vous.